Deux principaux titres dans ce parcours Tout Info. D'abord au Ghana où le pays vit au rythme de la présidentielle. Les Ghanéens se rendront aux urnes le 7 décembre. Le président sortant, John Mahama Dramani, qui brigue un second mandat, fait face à un sérieux challenger, Nana Akufo-Addo, alors que l'inflation frappe durement l'économie. Et dans le monde, l'actualité reste dominée par les funérailles de Fidel Castro, le healer Maximo qui aura marqué un demi-siècle durant l'histoire de Cuba, la petite île des Caraïbes. Le commandante a rejoint les héros de l'indépendance et de la révolution à Santiago de Cuba où il a été inhumé dans l'intimité. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Démarrons avec le volet politique. Isaac Abaga, le président du Front populaire gabonais, s'est entretenu avec les jeunes du quartier Kingélé dans le 3e arrondissement de Libreville. Au cours de cette rencontre, plusieurs préoccupations de l'heure ont meublé leurs échanges, notamment le dialogue politique. Reportage de Lardingue Mama. Invité par les jeunes du quartier Kingélé dans le 3e arrondissement de la commune Libreville, le président du Front populaire gabonais, profitant de l'occasion qui lui a été offerte, a conscientisé la jeunesse du dit quartier. J'ai été invité par la jeunesse de Kingélé qui adhère à mon discours, qui est un discours de sincérité, d'honnêteté. Dans un pays où les notions de valeur ne sont pas considérées. Je me suis présenté à la jeunesse de Kingélé aujourd'hui pour dire à la jeunesse que mon message est un message de renouvellement de la classe politique. Actualité nationale oblige. Le dialogue politique proposé par le chef de l'État, le leader de ce mouvement politique répond. Le dialogue au sein du FPG n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes à un stade embryonnaire de notre parti politique. Ce qui importe aujourd'hui pour le FPG, c'est de rassembler les jeunes Gabonais autour de sa vision politique. Le président du FPG dit être prêt pour lutter pour les causes de la jeunesse gabonaise dans son ensemble. Parlons cette fois d'une Gabonaise passionnée d'élevage, mais qui peine à mener son activité. Il s'agit de Colette Gadina Kendege, cinquantenaire, férue de la nature sauvage, veut faire à nouveau de l'élevage sa principale activité. Retrouvons une fois de plus Lardi Ngemamba et Michel Nzé. Passionnée de la nature, Colette Gadina Kendenge, la cinquantaine révolue, se distingue aussi par l'élevage de porcs. Elle a décidé de faire de l'élevage sa principale activité, même si elle tient un espace dédié aux cérémonies traditionnelles. Implantée dans le 1er arrondissement de la capitale gabonaise, Mama Coco veut accroître son activité. En 1988, je suis venue habiter, mais le quartier était vraiment la nature. Et c'est à ce moment, comme j'aime la nature, j'ai commencé à élever mes petits cochons, j'aime bien faire la charcuterie, du jambon, des saucissons. L'élevage, j'ai toujours gardé les cochons, pas en tant que tel parce que je veux faire l'élevage, mais j'aime bien. Mais souvent, on a du mal à les nourrir parce qu'on n'a pas un endroit fixe. Quand on va, comme on appelle ça, la SMAG, c'est vraiment une bagarre pour trouver les sacs. Je les élève. Le cochon, il est bien parce qu'il mange un peu de tout, mais il faut l'entretenir. Un métier certes passionnant, mais qui exige abnégation et courage. Il faut vraiment avoir de la place et les nourrir. Parce que le cochon, il faut l'entretenir et puis avoir un vétérinaire, bien sûr, qui vient. J'ai eu des poules, des pintades, des oies, mais ils sont tous partis, je vais recommencer. Implanté dans son espace mythique de Yongina, qui signifie à langue omienne « souviens-toi », Colette Gadina implore le soutien des bonnes volontés afin de redynamiser son secteur d'activité. Allons à présent dans le secteur routier pour savoir ce que font les Librevillois le week-end, s'ils voyagent, où vont-ils, comment se déplacent-ils. Notre rédaction a fait le constat au point kilométrique 8 où siègent plusieurs agences de voyage. Plus d'informations dans cet élément de Mirandangé et de Jospin Mbomba Dianga. Les grandes vacances sont une période propice pour le déplacement vers l'intérieur du pays, mais durant l'année scolaire, ces déplacements moins nombreux sont toujours aussi fréquents. Valise en main, en compagnie de sa fille et de sa petite amie, Aubin se presse pour un voyage vers l'intérieur du pays. Si je préférais voyager le week-end, c'est concernant le déplacement un peu rapide et facile. Je fais plus le Wellington et l'Angounier.
Je voyage surtout le week-end parce que j'ai la possibilité de... C'est vrai que c'est difficile le week-end, mais c'est le week-end je suis libre. Parce que les jours de semaine, je m'occupe un peu de mes petits frères à la maison. Malgré les embouteillages, le choix d'un jour précis ne semble pas être un frein pour ces voyageurs, le but étant la destination finale. Ça décourage vraiment les embouteillages ici, vraiment, vraiment. Pour nous qui venons de Port-Gentil, par exemple, Libreville, on est habitués, donc ça va. Pendant le week-end, surtout le week-end du 25, c'est là où il y a un peu plus d'affluence. On a Mouila, précisément Langounier. Et puis, on avait commencé à aller à Franceville, à Mwanda, mais la route nous a cassé les bus. Si le voyage s'est considérablement développé au cours des années, avec l'avènement des moyens de transport modernes, rapides et confortables, tels que le chemin de fer, l'automobile et l'avion au Gabon, la qualité des routes nationales pousse bien de Librevillois à répondre à l'appel de l'intérieur du pays. Et comme vous le savez, Noël arrive à grands pas. Le Rotary Club de Libreville-Como a organisé ce dimanche une braderie. L'objectif de cette initiative, récolter des fonds afin d'offrir une fête de Noël digne aux enfants en situation de vulnérabilité. Le reportage est de Laridi Ngemamba et de Michel Nzé. En vue de venir à l'aide aux plus vulnérables et de donner un sourire à chaque enfant gabonais en cette période de nativité, le Rotary Club de Libreville-Como a organisé une exposition dénommée Braderie de Libreville, dont l'objectif est de récolter les fonds afin d'assurer une fête de Noël inoubliable aux plus petits en situation défavorable. En fait, la manifestation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des collectes de fonds que nous organisons pour financer nos œuvres caritatives. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on organise cette brocante, ce vide-grenier, pour louer les stands aux exposants, c'est-à-dire des Librevillois, des Gabonaises, des Gabonais, qui viennent, prennent les stands et le fruit de cette location-là nous sert en fait à financer nos œuvres caritatives. On en fait 4 dans l'année, donc l'édition de décembre sert par exemple à financer l'arbre de Noël que nous ferons début janvier très probablement. Les articles exposés répondent à toutes les bourses. Clients et vendeurs y trouvent leur compte. Aujourd'hui réussi, et puis les prix sont quand même abordables. Les prix dans l'ensemble, ça va. Nos produits sont sécuritaires, ils vous permettent d'accéder sans avoir peur de vous brûler ou bien d'enflammer des maisons. Plus de 2000 exposants étaient présents lors de cette braderie de Libreville. Et à présent, faisons un retour sur la journée citoyenne. Comme chaque premier samedi du mois s'organise au Gabon, la journée citoyenne, occasion pour chacun de revêtir sa tenue de nettoyage pour procéder à l'assainissement de son lieu de travail ou de son environnement immédiat. Une tradition désormais suivie dans l'ensemble du pays, comme nous le rapporte Raf Mounza, notre correspondant dans la région du Haut-Togoué, c'est à l'est du Gabon. Instituée par les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, la journée citoyenne dont l'un des objectifs principaux est d'assainir notre environnement a été, en l'instar d'autres localités, scrupuleusement respectée ce samedi 3 décembre 2016 par les autorités administratives et politiques de la commune de Franceville qui, depuis le lancement de celle-ci, ont mis en place les stratégies visant à lutter contre l'insalubrité dans les 4 arrondissements de Franceville, comme nous le précise ici Jacques-Denis Tchanga, gouverneur de la province du Haut-Togoué. Nous avons, depuis le mois de juillet, commencé cette nouvelle formule qui se déroule bien dans toute la ville. Nous avions commencé par des opérations d'ensemble dans les arrondissements, maintenant le relais est pris par les autorités locales. Mais nous, en tant que responsables administratifs et autres agents de l'État, nous nous attelons à rendre propre notre environnement de travail et notre environnement d'habitation. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui. En présence du numéro 1 de la province du Haut-Togoué, le personnel et volontaires de la Croix-Rouge gabonaise des Franceville ont pris d'assaut l'esplanade de l'avenue Pierre-Savorgnan des Brazza des Franceville afin de procéder au curage des caniveaux sous la direction de leur superviseur, M. Bellamy Ebo. En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, nous allons sur le terrain pour effectuer le travail qui est demandé à chaque journée citoyenne. Sur invite de monsieur le gouverneur qui a toujours eu besoin de nous et nous répondons toujours présents. Une action qui se veut d'être relayée par chaque citoyen pour le bien-être de tous. Retour à Libreville, plus précisément sur les bords du Como où en marge de la journée citoyenne, le ministre d'État en charge de la communication a profité
de sa présence sur le site de l'AJOS en Coque. C'est à 27 km de Libreville sur la route nationale 1 pour visiter avec sa suite cet établissement public à caractère scientifique, technologique et environnemental d'aide à la décision. Les détails, c'est avec Svetlana Gladys Maganga et Joël Tatou. Située en plein cœur de la zone spéciale économique de Nkok, l'Agence spatiale gabonaise est au service du développement, un domaine très pointu qui nécessite les moyens techniques et financiers importants. La GEOS est l'outil principal qui fournit au gouvernement gabonais et à la vingtaine de pays qui se trouvent dans son cercle de réception des images satellites. Ces images satellites proviennent donc, comme on l'entend, des satellites qui passent au-dessus de nos régions et qui fournissent des informations sur la biodiversité, sur les écosystèmes, sur la dynamique urbaine et autres. Le ministre de la Communication a été édifié sur tous les volets de la GEOS en allant du traitement des images, de la surveillance du trafic maritime, de la piraterie, de la cartographie des zones forestières pour faire de l'analyse de l'évolution des villes, de la prospective et des études sur le littoral et de développer également des applications utiles à des personnes privées et publiques. Mais au-delà de l'environnement, c'est un outil qui va aider à ce que les politiques publiques soient bien assises, s'agissant de la question notamment du fonds d'affectation des terres. Nous avons besoin de savoir quelles sont les terres qui conviennent à l'agriculture, quelles sont les terres qui vont convenir pour le développement de nos municipalités et de nos villes, quelles sont les terres qui vont convenir pour on va dire, la conservation. L'observation spatiale au service du développement s'inscrit dans le cadre de deux composantes du plan stratégique Gabon émergent que sont le Gabon vert et le Gabon des services. Un peu de diplomatie dans ce parcours Tout Info avec cette visite de courtoisie à la chancellerie du Gabon au Maroc de Tran Ngoc Tuy, le nouvel ambassadeur du Vietnam au royaume chérifien qui est allé rencontrer son homologue gabonais à Hanoï, veut booster et développer davantage les échanges commerciaux avec le Gabon. Retrouvons Svetlana Gladys Maganga. Son Excellence Tran Ngoc Tuy, nouvel ambassadeur du Vietnam au royaume du Maroc, a rendu une visite de courtoisie à la chancellerie du Gabon ce vendredi 2 décembre 2016. L'ambassadeur du Vietnam, qu'accompagnait l'un de ses collaborateurs, a indiqué vouloir booster et développer davantage des échanges commerciaux entre Libreville et Hanoï. Ayant également juridiction en République gabonaise, cette rencontre aura donné l'opportunité au diplomate vietnamien d'évoquer, avec son hôte, les moyens de renforcer les relations politiques, économiques et commerciales entre le Gabon et le Vietnam et d'aplanir les difficultés liées à l'éloignement géographique. Le diplomate gabonais, passant en revue les atouts économiques de son pays, se montre, en conséquence, disposé à travailler de concert avec son homologue à partir du Maroc, à l'aboutissement de divers chantiers allant de la concrétisation de ses objectifs. De la religion, on en parle également dans ce regard de l'actualité avec cette prière de bénédiction inaugurale de l'Église internationale du Salut ce dimanche au quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. À l'aube de la nouvelle année, le pasteur a demandé de se libérer des choses de la terre pour s'attacher à Dieu. Serge Carl Mihindou et Joël Tatou. Précision. La grande famille de l'Église du Gabon accueille un nouveau membre. Dimanche, à Libreville, dans le quartier Nzengayon, l'Église internationale de la bénédiction et du salut a ouvert ses portes aux fidèles. Dieu est une bénédiction, premièrement. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit « Je vous bénis, soyez féconds ». Voici une bénédiction. Et ensuite, tournez-vous vers moi pour que vous soyez sauvés. C'est pourquoi l'Église est basée sur bénédiction, Dieu qui est une bénédiction, et l'objectif principal, le salut. Aujourd'hui, elle a débuté, elle va s'étendre pour tout dans l'objectif de sauver les âmes. Sauver les âmes sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, bibliquement, aller partout et faites des disciples le monde entier. À l'aube d'une nouvelle année qui interviendra dans moins d'un mois, le pasteur de cette mission chrétienne exhorte les croyants à abandonner leurs difficultés et leurs problèmes à cette année qui s'achève. Il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui n'a pas changé. Peu importe la calamité, peu importe la situation que la personne traverse, tant que la personne dort et qu'elle se réveille, il y a toujours un Dieu qui est vivant. Et que Dieu peut encore rebâtir tout ce qu'elle a perdu. Cette nouvelle église vient néanmoins grossir les rangs des églises dites de réveil, déjà bien présentes dans le paysage culturel du Gabon. Quittons le Gabon et restons sur le continent et prenons la direction du Ghana, où justement les Ghanéens qui se rendront aux urnes mercredi 7 décembre pour élire leur prochain président. Le président sortant, John Mahamad Ramani, souhaite briguer un second mandat, mais il doit faire face à un sérieux challenger, Nana Akufo-Addo, alors que l'inflation frappe durement l'économie. Regardez.
7 candidats sont en lice, mais la course devrait surtout se jouer entre le président sortant et son rival historique. Les 2 principaux candidats en lice pour l'élection présidentielle au Ghana du 7 décembre sont des ennemis politiques de longue date et le scrutin à un tour s'annonce particulièrement serré. Le président John Dramani Mahama, candidat pour le Congrès national démocratique, brigue un second mandat face au leader de l'opposition Nana Akufo-Addo, 72 ans, du nouveau parti patriote, qui se lance pour la 3e fois dans la course présidentielle. Pour ce scrutin du 7 décembre, les attentes des électeurs sont multiples. La corruption est partout. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Même à notre petit niveau, il y a de la corruption comme au niveau national. Mais ce que l'on doit faire, c'est d'arrêter par nous-mêmes. Il ne faut pas que l'on attende pour apprendre. Nous attendons toujours que nos enfants aillent à l'école. Le Ghana doit avoir un meilleur avenir. Le dollar est élevé, donc tout est cher. Nous voulons le changement et qu'un nouveau président améliore la situation. Ancien vice-président John Dramani Mahama, 58 ans, est arrivé à la tête du pays en 2012, après la mort soudaine de John Altamis. Élu quelques mois plus tard, il est réputé proche du peuple et peut revendiquer l'impulsion de nombreux projets d'infrastructures importants dans le pays. Son mandat a toutefois été entaché par un ralentissement de la croissance et par des scandales de corruption, notamment le renvoi de 20 juges impliqués dans des affaires de pots de vin. Lors du dernier scrutin de 2012, qui opposait les mêmes principaux candidats, Mahama a remporté l'élection avec 50,7% de voix contre 47,7% pour son rival. Toujours le Ghana connu pour être un pays paisible sur un continent marqué par les conflits, les dictateurs et la criminalité. Quel est son secret à quelques jours de la présidentielle très disputée du 7 décembre? Les Rastafariens pensent avoir la réponse. Les détails avec Svetlana Gladys Maganga. À part les dreadlocks et son penchant pour les tissus colorés, à bien des égards, la communauté rastafarienne, omniprésente au Ghana, incarne l'engagement du pays pour la paix. Son message d'amour ne diffère pas beaucoup de celui des Ghanéens de la rue qui se félicitent du respect mutuel qui se porte ainsi qu'au processus démocratique. Notre devise à nous les Rastafariens, c'est la paix, amour, harmonie. Chaque humain a besoin de paix. C'est pour cela que nous avons les droits de l'homme. Le Ghana croit en la paix, l'amour et l'harmonie. Sur une plage d'Accra, Cape Rong vend des vêtements avec en musique de fond une version de reggae de White Christmas. Un portrait en noir et blanc du défunt empereur éthiopien, une idole pour les Rastas, est peint sur les murs à côté d'affiches annonçant un concert Peace in Ghana avec des stars du reggae local. J'attends avant, pendant et après les élections la paix. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous devons accepter les résultats en bonne conscience et aller de l'avant car le Ghana passe avant n'importe quel parti politique. La paix est la raison pour laquelle Cape Rong mettra un bulletin dans l'urne mercredi. Les Rastafariens rendent notamment hommage au père fondateur du Ghana pour la consolidation de la paix. Cap sur la Gambie où le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a incité la Gambie à s'organiser dans l'unité, la paix et l'harmonie après la défaite de Yahya Jammeh après 22 ans au pouvoir à l'élection présidentielle du 1er décembre face au candidat de l'opposition Adama Barrow. Sibyl Mengue s'en fait l'écho. Le président gambien élu, Adama Barrow, a mené des consultations avec des acteurs politiques et diplomates ce samedi, marquant le début d'une nouvelle page pour son pays après 22 ans de pouvoir sans partage de Yahya Jammeh, qui, à la surprise générale, a reconnu sa défaite. Adama Barrow a rencontré donc ce samedi des responsables de sa coalition et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas, occasion pour ce dernier de s'exprimer et de lancer un appel à la paix. Au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous incite à aller de l'avant dans l'unité, la conciliation, la paix et l'harmonie pour le développement de notre grand pays, connu comme littoral souriant de l'Afrique. Une initiative qui force l'admiration de plusieurs. Je crois que maintenant, ce qu'il est important de souligner est le geste très louable du président Jammeh
qui a gracieusement accepté sa défaite. Ce n'est pas banal en Afrique. Heureusement, ça devient la norme en Afrique de l'Ouest et nous en sommes très fiers. Adama Barrow, 51 ans, patron d'agence immobilière et qui fut vigile de supermarché en Grande-Bretagne, était inconnu sur la scène politique 6 mois auparavant dans son pays de 2 millions d'habitants. Il prendra ses fonctions en janvier et est le 3e président de l'histoire de la Gambie en 51 ans d'indépendance de cette ex-colonie britannique après Doda Jawara et Yaya Jammeh. Au Nigeria, les habitants de Lagos, deuxième plus grande ville d'Afrique, écoutent la musique et dansent dans la rue à l'occasion de la Lagos Street Party. Sibyl Mengue, le point. Au Nigeria, à Lagos, deuxième plus grande ville d'Afrique, les habitants écoutent de la musique et dansent dans la rue à l'occasion de la Lagos Street Party. Pour les organisateurs, cette street party a un but bien précis. Nous allons essayer d'attirer l'attention d'autres pays pour montrer à quel point Lagos est magnifique, à quel point Lagos est merveilleux et de montrer que les habitants de Lagos sont des gens différents et des gens talentueux. Ils peuvent faire tellement de choses. Alors croyez-moi, nous avons des gens talentueux à Lagos. Donc c'est un très bel endroit unique en son genre. À l'avenir, ils devraient continuer comme ça. Cela va rendre les gens meilleurs. Surtout mentalement. Cela va améliorer les gens, comment ils fonctionnent, comment ils s'approprient les choses, en particulier parce que c'est la période de Noël. S'ils continuent comme ça, dans les 2 à 3 prochaines années, cela va beaucoup se développer. Ça va être amusant. Une initiative qui force l'admiration de plusieurs. Je pense que c'est une bonne idée. Il apporte les gens, c'est gratuit. C'est quelque chose où tout le monde peut se joindre. Il devrait continuer à le faire et pourrait vraiment obtenir cette ambiance party qu'ils veulent créer. La Lagos Street Party est une journée qui permet à tous les habitants de cette grande ville d'Afrique de s'amuser tous ensemble sans distinction du matin jusqu'au bout de la nuit. Et puis l'actualité dans le monde reste dominée par les funérailles du père de la révolution cubaine. Cuba a enterré dans l'intimité dimanche Fidel Castro à Santiago de Cuba, berceau de la révolution castriste, dans l'est du pays, lors d'une cérémonie venant clore 9 jours de deuil et tourner la page de plus d'un demi-siècle d'histoire de l'île. Andy Tungi pour le récit. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Santiago de Cuba pour rendre un dernier hommage au commandante. Contrairement à ce qui était attendu, ces funérailles n'ont pas été transmises en direct par la télévision d'État, tandis que les médias étrangers ont été tenus à bonne distance du cimetière. J'ai tellement de choses à dire, mais mon Dieu, le plus grand homme du monde, il est vivant pour moi. Ces funérailles avaient été précédées d'une courte procession des cendres de Fidel Castro vers le cimetière Santa Ifigenia, devant lequel était massée une foule de plusieurs milliers de personnes qui a scandé « Viva Fidel » au passage de l'une recouverte d'une coque de verre placée sur une remorque tirée par une jeep militaire. Tel était son souhait. Fidel était un homme humble et modeste. Il a été le chef de file, le président, mais il n'a jamais été vaniteux. L'humilité, la simplicité, c'est ce qui le caractérise dans notre époque. Il était un prophète. Adulé par certains, honni par d'autres, Fidel Castro a gouverné sans partage sur l'île caribéenne et défié la superpuissance américaine pendant près de 50 ans. En Chine, au moins 32 mineurs ont été tués dans l'explosion d'une mine de charbon dans la région de Mongolie intérieure, dans le nord de ce pays, selon des bilans officiels communiqués par les médias d'État. Les détails, c'est avec Svetlana Gladys Maganga. Plus de 50 mineurs ont été tués cette semaine dans des explosions dans 2 mines de charbon, l'une dans le nord-est de la Chine et l'autre dans le nord du pays, selon des bilans officiels communiqués samedi par les médias d'État. Une explosion s'est produite mardi soir dans une mine gérée par un exploitant privé, prenant au piège 22 mineurs. Un total de 181 personnes travaillaient dans la mine lorsque l'explosion de gaz s'est produite et 149 mineurs ont réussi à s'échapper. La Chine est le premier producteur mondial de charbon et les accidents mortels dans les mines y sont courants. En novembre, 33 mineurs avaient péri dans un coup de grisou qui avait dévasté une mine dans le sud-ouest du pays. Et en septembre, au moins 18 personnes avaient été tuées dans une explosion dans une mine de charbon dans le nord-ouest. Les autorités affirment que le nombre de mineurs tués est désormais inférieur à 1 millier par an, après une baisse sensible durant la dernière décennie.
Et puis la Russie, alliée du régime de Damas, a assuré dimanche avoir envoyé 30 camions d'aide humanitaire à Alep, dont de la nourriture et des vêtements chauds, alors que des dizaines de milliers de personnes ont fui la violente offensive des forces du régime pour reprendre la totalité des quartiers et Alep tenus par les rebelles. Andy Tungi. De violents combats font rage dimanche à Alep où les forces du régime syrien et de ses alliés ont repris plus de 60% des quartiers tenus par les rebelles qui tentent de rester malgré leurs moyens limités. Au 20e jour de son offensive de grande ampleur, le régime se rapproche de son objectif de reconquérir la totalité de la deuxième ville du pays, divisée depuis 2012. Comme cela a été dit plusieurs fois, la Russie protège les citoyens pacifiques et leur fournit tout type d'aide. C'est important pour la Russie que les gens ne meurent pas de faim, que les gens sentent qu'à la fois le gouvernement syrien et la Russie ont besoin d'eux. La Russie qui a dans le passé bombardé les quartiers rebelles d'Alep en soutien au régime de Bachar al-Assad, s'attirant des accusations de crimes de guerre, a affirmé qu'elle avait envoyé de l'aide humanitaire aux habitants d'Alep. Plus de 30 camions sont arrivés dans le cadre du dernier convoi avec des habits chauds, des couvertures et de la nourriture, a déclaré dimanche le commandant russe Nikolai Ponomaryov lors d'une conférence de presse à Alep. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Moustara, a appelé samedi à l'influence de la Russie ou de l'Iran pour convaincre Bachar al-Assad de négocier en dépit de ses succès. La guerre en Syrie a débuté en mars 2011 après la répression dans le sang par le régime des manifestations pacifiques pro-démocratie. Elle s'est complexifiée au fil des ans avec l'implication d'acteurs étrangers et des groupes djihadistes. Le conflit a fait plus de 300 000 morts et poussé la moitié des Syriens à quitter leur foyer. Madame, Messieurs, ce journal s'achève, mais avant de nous quitter, le rappel de deux principaux titres qui l'ont constitué. Au Ghana, le pays vit au rythme de la présidentielle. Les Ghanéens se rendront aux urnes le 7 décembre. Le président sortant, John Mahama Dramani, qui brigue un second mandat, fait face à un sérieux challenger, Nana Akufo-Addo, alors que l'inflation frappe durement l'économie. Et dans le monde donc reste dominé par les funérailles de Fidel Castro, le leader Maximo qui aura marqué un demi-siècle durant l'histoire de Cuba, la petite île des Caraïbes. Le commandante a rejoint les héros de l'indépendance et de la révolution à Santiago de Cuba, où il a été inhumé dans l'intimité. Point final à cette grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé. Restez toujours sur Gabon 24, l'information continue. À plus tard.